Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver pour la cinquième mouture du Café Psycho, dont le thème ce soir est la maladie, ou, après une digression phonétique mais aussi de sens, le mal a dit. Et cette appellation, le maladie, est représentatif d'une approche somato-émotionnelle et énergétique de la maladie, dans laquelle on va plutôt voir et regarder la maladie comme étant un message que le corps nous envoie, comme une invitation à écouter nos émotions profondes et nos déséquilibres énergétiques, en opposition à l'approche plutôt traditionnelle, voire archaïque de la maladie, au regard de ce qu'on sait à présent, qui, elle, voit la maladie comme un dysfonctionnement du corps dû à des causes internes et ou externes, et dont le traitement est basé sur une tentative d'élimination ou de suppression des symptômes, et, et dans laquelle, en fait, la personne malade est souvent vue comme quelqu'un de un peu de victimiser, une victime passive qui n'a pas vraiment le pouvoir sur ce dont il souffre, et qui ne doit se référer finalement que aux professionnels de la santé. Et donc, ce soir, nous allons en fait explorer la vision holistique de la maladie, euh, dans laquelle le corps, l'émotionnel et l'énergétique sont intimement liés. Et pour cette réflexion, eh bien, j'ai la chance d'offrir la parole à Julie, Julie Vandenberg. Bonsoir Julie, Bonsoir. qui est ostéopathe en Belgique. Donc, les premiers arrivés l'ont entendu. Et en fait, Julie, je vais parler de toi à la troisième personne pour te présenter. Julie, depuis son adolescence, hein, a très vite été interpellée et convaincue de ce concept de mal qui dit. Et donc après tes études, même, tu as décidé, il y a un peu plus de 5 ans, de mettre au point cette approche somato-émotionnelle et énergétique de la maladie, et donc de transmettre par une formation à ce sujet. Merci d'être là. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, que il est évident que nous allons aussi ce soir aborder le lien que nous faisons entre cette approche somato-émotionnelle et énergétique de la maladie et le merveilleux outil qu'est le psycho. Et avant de plonger dans le vif du sujet, eh bien, Stéphane avait envie de nous partager la genèse de l'écriture des audiocamans. Les audiocamans qui sont, je le rappelle, les programmes de relaxation que nous utilisons dans le psycho maintenant. Bonsoir Stéphane, je t'entends plus. Voilà, vous m'entendez. Bonsoir à tous. Oui, ben, je pense qu'en guise d'introduction, je peux un peu expliquer comment tout ça est né. Au départ, au départ, il faut savoir que j'étais thérapeute et que je me suis assez vite rendu compte. euh, j'avais suivi toute une série de cours de thérapie, d'ostéopathie, de crochetage, euh, et, et, Et je me rendais compte assez vite avec mes patients que c'était pas tellement important la technique que j'utilisais, c'était plutôt la connexion avec la personne. Et bien sûr, il faut trouver la bonne longueur d'onde. Il y a des techniques qui conviennent mieux à certaines personnes qu'à d'autres, mais bon, en gros, je voyais pas trop l'impact d'une technique sur une personne, mais plutôt l'impact de ma personne avec elle. C'était ça la première remarque. Je dis, tiens, la psychologie, ça a l'air important. Parce qu'en fait, quoi que je fasse, ce qui compte surtout, c'est ce que je fais et comment j'établis une relation avec la personne. Donc déjà, il y avait une dissociation
de la technique et du médicament, on va dire, utilisé, que ce soit une technique manuelle ou autre. Deuxièmement, on a introduit notre technologie en salle de réveil à l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles, puis dans dans la chirurgie, la l'anesthésiologie à Nancy, et puis en labo du sommeil à Bruxelles. Et là encore, j'ai été confronté à la puissance de nos évocations métaphoriques qui utilisent la respiration, la relaxation et puis la suggestion. Euh, et on s'est rendu compte que ce que nous faisions était aussi puissant que des médicaments. Et donc, d'où l'origine du terme audiocaman. Et à l'époque, j'ai écrit un livre qui avait été édité au Souffle d'Or qui s'appelait Faites chanter vos neurones et qui expliquait toute la technique que nous utilisions et aussi qu'il n'y avait pas de différence entre le corps et l'esprit. En réalité, on parle de cerveau, on parle de cerveau cardiaque, on parle de cerveau intestinal, mais en réalité, c'est tout le corps qui est enchevêtré par un système nerveux et par le système nerveux émotionnel. Et il y a pas de différence entre le corps et l'esprit. En réalité, nous sommes un corps articulé sur un squelette de manière à ne pas s'effondrer comme une flaque dans le champ de gravité et avec un système digestif qui va permettre d'assimiler des aliments et de donner de l'énergie à cette entité. En réalité, nous sommes un cerveau sur pattes. Si nous vivions dans l'apesanteur, nous n'aurions pas cette forme-là. Et par exemple, les deux pauvres cosmonautes qui sont restés calés dans la station spatiale pendant je ne sais pas combien de mois, s'ils étaient restés encore quelques années, on les reconnaîtrait plus. Hein. Ils seraient une entité flasque, difforme, ils auraient toujours un cerveau émotionnel et quelque chose qui ressemble à un corps physique. Et donc, tout ça pour dire que le corps et l'esprit ne font qu'un. Il ne faut pas oublier que 90% des neurotransmetteurs sont fabriqués dans l'intestin. Euh, il y a pas un endroit particulier où on peut situer l'esprit. Il est partout. Il est dans tout le corps. Évidemment, ces relations entre le corps et l'esprit sont telles que quand il nous arrive des émotions, on a des répercussions sur le corps. Et le langage courant souligne bien ces relations. Hein, je cite toujours j'en ai plein le dos, j'ai mal au cœur, je ne le digère pas, je suis à fleur de peau, ça me reste en travers de la gorge, je ne l'avale pas, je ne le digère pas, cette affaire-là. Ça me stresse au ventre, j'ai le cœur lourd, j'étouffe. Enfin bref, toutes ces émotions sont évidemment directement corrélées au corps physique. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi c'est pas la même chose chez chacun? Parce que nous sommes tous différents. Nous sommes issus d'un arbre généalogique avec tout ce qui est épigénétique. Nous sommes issus aussi génétiquement de nos parents, de nos grands-parents et bien avant. Et nous n'avons pas les mêmes forces et les mêmes faiblesses au niveau physique, ce qui explique que chez certains, un stress mal géré, euh, comment dire, avec une énergie qui n'arrive pas à s'évacuer dans l'action, bien alors on va aller se mettre dans ces endroits de faiblesse qui sont différents pour chacun. Et tout ça a expliqué la naissance des audiocamans, un vrai miracle, puisque nous sommes, je pense, les seuls à avoir initié ce mouvement qui s'est retrouvé sous la forme de CD en pharmacie euh, dès 2004, donc c'était il y a plus de 20 ans. Et ça a été un vrai choc pour le milieu pharmaceutique d'abord, puisque nous avions les codes CNK, nous avions une validation, enfin nous avons toujours une validation du ministère de la Santé en Belgique, Belgique qui
sans doute des lobbies moins puissants qu'en France ou aux États-Unis, qui nous a permis d'entrer par la cour des grands, on va dire, présenté par des sociétés d'outsourcing pharmaceutique, présenté aux médecins en Belgique, comme j'aime pas le mot alternative, euh, disons que pour moi, c'est une médecine essentielle qui est de tenir compte de l'interaction entre le corps et l'esprit. Et donc, à ce moment-là, nous avons demandé à des médecins qui avaient suivi les cours de psychosomatique de fabriquer non seulement des enregistrements de relaxation qui permettent dans tous les cas d'apaiser tous les troubles, mais en plus de concevoir des textes en rapport avec les profils psychologiques différents de tout un chacun. Alors, sans pour cela marcher sur les plates-bandes des thérapeutes, parce que nos enregistrements, j'ai toujours dit, sont des enregistrements faits pour le plus grand nombre. Il y a beaucoup de métaphores et parfois il y en a une ou deux ou trois qui vont marcher chez un et il y en a deux autres qui vont marcher chez un autre. Donc, c'est quand même assez limité. Mais nous avons pu constater que nos audiocamants pouvaient avoir un rôle important dans la prise en charge des troubles liés au stress. Et il y en a beaucoup, il y en a de multiples. Hein, on en a compté pour l'instant une cinquantaine, il y en a peut-être plus. Euh, et donc voilà, ça c'est un peu l'histoire qui nous a amené à intégrer dans le PSIO, qui est un catalyseur en fait, euh, des enregistrements audio. Oui, merci. Et ça nous permettra d'ailleurs un petit peu plus tard à Julie et à moi de faire le lien évidemment avec le psycho et avec certains audiocamants plus particulièrement, même si j'aurais envie de dire que euh, ce qui est important, c'est la gestion du stress, qui est quand même fort inhérent à l'apparition d'une maladie ou ou à la suite au diagnostic. Merci Stéphane. Avec plaisir. Julie, t'es prête? On va plonger? C'est parti. C'est parti. Alors en fait, comme première question que j'ai envie de te poser par rapport à à cette approche d'abord somato-émotionnelle, c'est est-ce que tu serais d'accord de nous dire ce que signifie pour toi l'idée que la maladie est un message que notre corps nous envoie? Oui, eh bien, déjà, si on retrace un peu l'histoire, on se rend compte déjà que dans la médecine chinoise, on faisait déjà le lien entre des dysfonctionnements organiques et on prenait en compte les émotions que la personne vivait en établissant justement le diagnostic par rapport à l'organe malade. Donc, ça date déjà d'il y a plus de 5 000 ans. On peut constater ça aussi dans la médecine ayurvédique, où ils prennent en compte vraiment la personne dans sa globalité, en regardant aussi ce qui se passe dans la vie de la personne, qui fait qu'il y a un déséquilibre qui se crée au sein de l'organisme. Après, il y a d'autres médecins qui ont fait des recherches sur le sujet. De là est né le concept de l'homéostasie, qui est l'équilibre au sein du corps, et donc qui peut, lui, être perturbé par toute une série de choses, mais dont les émotions. Et donc, une perturbation émotionnelle peut induire une perturbation au niveau de l'équilibre du corps et donc engendrer une maladie. Après, moi, je l'ai constaté beaucoup aussi au niveau de mon métier en tant qu'ostéo, parce qu'on constate quand même que quand une personne vit une émotion assez forte, il y a des tensions instantanées qui se créent dans son corps. Par exemple, son diaphragme se contracte, sa mâchoire se contracte, les épaules se contractent quand on reçoit une nouvelle stressante ou perturbatrice. On va avoir vraiment des blocages qui vont se créer dans le corps. Et étant donné que toutes ces parties du corps sont en lien avec d'autres systèmes présents dans le corps, par exemple, si le diaphragme est bloqué, on va avoir une mauvaise digestion possible aussi parce que tout va se serrer au niveau de l'estomac. Et donc, tout ça peut entraîner après des perturbations organiques. Donc, après, quand j'ai investigué un petit peu aussi sur ce qui se passait chez les médecins par rapport à leurs recherches, on constate quand même qu'il y a des médecins déjà dans les années 1800 qui ont fait qui ont décidé de pratiquer différemment en fait.
et qui recevaient leurs patients donc en faisant leur diagnostic bien médical et puis en posant quand même des questions. Tiens, qu'est-ce qui vous est arrivé dans les semaines ou les mois qui ont précédé vos symptômes? Et donc, par exemple, on peut citer Georges Grodec, donc qui est un médecin des années 1800-1900. Et donc, lui a commencé dans son travail à établir toute une série de dossiers en répertoriant, par exemple, si une personne vivait telle émotion, tiens, quel organe serait touché dans le corps? Et donc, voilà, il a commencé à investiguer et à classer ces dossiers en fonction des émotions que les patients vivaient et justement l'impact que ça avait sur leur corps. Mhm. Après, on peut aussi retrouver tous les travaux des scientifiques tels que Henri Laborit et Hans Selye. Donc, Hans Selye, lui, il a défini le stress. Donc, c'est lui qui a posé la définition du stress en expliquant que c'est vraiment une perturbation psychique chez une personne peut entraîner justement des effets somatiques. Et donc, lui, il a fait plusieurs expériences en laboratoire avec ça. Et donc, il disait que peu importe le stress vécu, il y avait une somatisation possible chez l'individu à partir du moment où il ne pouvait exprimer ce stress. Est-ce que je t'interromps à ce moment-ci parce que encore faut-il effectivement tomber d'accord sur ce qu'est le stress parce que le Ouais. stress peut être aussi un... Un bon stress, oui, il a défini, oui. C'est Il a ça. défini donc le stress négatif qui est lié justement à une émotion difficile vécue. Ok. Euh, et alors, il a défini le bon stress, tel que le stress que nous avons besoin pour fonctionner au quotidien. Ok. Après, on peut retrouver aussi tous les travaux du docteur Hammer, qui, c'est vrai qu'il a été fortement discrédité auprès de l'ordre des médecins, mais parce qu'il aurait causé la mort quand on regarde sur Wikipédia, on trouve la mort de 140 patients. Bref, quand on analyse un petit peu ses recherches, on voit quand même qu'il a pu aider plus de 6000 personnes à sortir de leur maladie rien qu'en travaillant sur leur psyché. Wow. Et en fait, ce qui a amené le docteur Hammer dans cette direction, c'est que donc lui, il a toujours été intéressé par ça à partir du moment où il a eu un gros choc émotionnel dans sa vie, c'est-à-dire que son fils euh, a reçu une balle lors d'une partie de chasse et il est resté pendant des mois à l'hôpital. Il a fini par, il est décédé. Et donc ça a été un gros choc pour Hammer qui dans les 6 mois qui ont suivi ce choc, a développé un cancer des testicules. Sa femme a développé un cancer du sein et donc il s'est dit tiens, c'est quand même pas le fruit du hasard tout ça. Donc, il a commencé à investiguer aussi auprès de ses patients, un peu comme Georges Grodec l'a fait auparavant, en faisant justement les recherches. Tiens, je constate chez mes patients que telle émotion induit tel trouble organique. Donc, telle émotion. En fait, il explique que il y a un dysfonctionnement organique qui se crée dans le corps à partir du moment où la personne vit un gros choc émotionnel dans l'isolement et au moment où elle a une incapacité de verbaliser cette émotion. Et donc, il dit, si la personne peut verbaliser et peut agir par rapport à ce qui s'est passé, elle ne développera pas forcément une maladie. Mais donc voilà, c'est vraiment quelque chose vécu dans l'isolement qui prend l'individu à contre-pied et qui le déstabilise. Et donc voilà, il a été donc, oui, il a voulu présenter ses travaux à l'Ordre des médecins qui ont rejeté ses théories plusieurs fois. Il a été emprisonné, mais ça ne l'a pas empêché de continuer à faire ses soins. Et je pense que c'est aussi cette personnalité un peu psychorigide qui l'a discrédité auprès des gens parce que dans sa conception des choses, pour lui, c'était uniquement voilà, le trouble émotionnel qui engendrait la maladie. Et C'est ce donc, qu'on il a- oubliait aussi le contexte dans lequel notre société fonctionne c'est ça. avec C'est ce la qu'on appelle fonction. la biologie totale, non? C'est lui qui a fondé ça, Oui, la biologie totale. Ok. alors, je le cite parce que il y en a d'autres qui ont repris une partie de ses travaux. On peut reprendre par exemple Claude Sabat, qui a repris une partie de ses travaux et qui a pu aider aussi des milliers de personnes à guérir de leur maladie. Enfin, lui, il était un peu plus modéré, je pense, dans son approche à partir du moment où il laissait plus de
il n'excluait pas la médecine complètement, comme le Oui. docteur Hammer avait tendance à le faire. Et donc, dans les dernières recherches que j'ai vues ici, on voit aussi qu'il y a un médecin qui a aussi écrit un bouquin sur les recherches qu'il a faites sur justement l'impact des émotions chez l'être humain, mais donc c'est le docteur Moirot pour le citer. Donc il a pris un groupe de personnes qui vivent dans les mêmes conditions, qui mangent la même nourriture et qui vivent plus ou moins les mêmes émotions. Donc des personnes qui vivent dans des couvents et dans des monastères. Et lui, il a vraiment constaté que les personnes qui vivaient dans des monastères ou des couvents cloîtrés et donc qui n'avaient pas de contact possible avec les personnes extérieures avaient un taux extrêmement beaucoup plus élevé que les personnes qui avaient l'occasion d'avoir du contact social. Aussi parce que dans les couvents et les monastères où ils sont cloîtrés, ils n'ont pas forcément droit à la parole, les règlements sont très stricts, et donc ça rejoint un peu la théorie qui disait que si le conflit émotionnel est vécu dans l'isolement et où la personne ne peut pas l'exprimer, ah ben, à ce moment-là, ça peut se somatiser. Donc ça, ça, ça confirme encore une fois certaines théories qui sont basées sur ce sujet. On peut aussi retrouver les travaux du docteur Georges Kellemans, qui lui est aussi un médecin allemand qui a fait énormément de recherches sur l'apparition des cancers et des maladies aussi en tout genre, mais il a écrit aussi un livre sur les cancers. Et donc il explique, lui, que il y a à partir du moment où la personne ne peut pas exprimer ce qu'elle vit et vit l'émotion en mode recluse, il y a une diminution des corticosurrénales, donc les petites glandes qui sont situées au-dessus des reins. Et donc, il explique que la diminution des corticosurrénales entraîne à la longue des pathologies, dont lui, il cite aussi les cancers. Oui, parce Et que donc, ça, ça favorise l'immobilisme, en fait. Si oui, c'est ça, c'est une inhibition d'action. Et donc, dans l'inhibition d'action, là, on peut retrouver justement les travaux d'Henri Laborit, qui datent de début 1900 aussi, où lui, il a fait plusieurs expériences en laboratoire avec des rats. Et donc, on peut le retrouver facilement sur YouTube parce il y a un film qui est sorti en rapport avec les travaux d'Henri Laborit qui s'appelle Mon oncle d'Amérique, qui a été fait par Alain René, je pense. Et donc, en vous fait, écrira tout ça dans... Excuse-moi, Julie, on vous écrira tout ça parce que tu cites énormément de gens et à mon avis... Non, non, mais c'est super tu me donneras la liste, s'il te plaît, de ces gens et on les enverra aux participants. ça marche. Et donc, pour reprendre, donc, si vous regardez le film, parce qu'on peut le retrouver aussi sur YouTube, Mon oncle d'Amérique, vous voyez qu'il y a des passages du film, et entre les passages du film, il y a les expériences qu'il a réalisées avec les rats. Et donc, on voit par exemple quand un rat se retrouve dans une cage, et donc il y a des stimuli électriques qui sont envoyés de manière aléatoire avec une sonnette juste avant. Et donc, à un moment donné, le rat finit par associer la sonnette avec la décharge électrique qui suit, et donc il a la possibilité d'aller dans une cage à côté. Ça, c'est la première expérience. Donc, quand la personne a une possibilité de fuite, elle va pouvoir aussi ne pas rentrer dans un processus de maladie, parce qu'il y a une action qui est faite. Dans une autre expérience, il y a la décharge électrique et le rat n'a pas de possibilité de fuite. Et donc là, on constate qu'au moment où il y a le bip et la décharge électrique, sur le long terme, le rat va commencer à avoir des pathologies qui vont se créer dans son corps parce qu'il ne peut pas fuir, il est juste en inhibition d'action. Ouais. Et donc, ça rejoint un peu les travaux du docteur Kellerman après, où il explique justement qu'il y a une diminution des corticosurrénales liée à l'inhibition d'action. Et dans la troisième expérience, on met un autre rat dans la cage avec donc ces stimuli électriques. Donc il y a le bip, le stimuli électrique, le rat qui se trouve en face d'un autre rat. Et à ce moment-là, le rat commence à se battre avec l'autre rat. Et donc on constate que, étant donné que le rat a une possibilité de combat, d'action, il ne tombera pas malade non plus. Ah oui, oui. Et donc la, tout ça pour dire qu'à partir du moment où une grosse émotion est vécue, si on a la possibilité de fuir ou d'agir et qu'on ne se retrouve pas dans l'inhibition de l'action, il y a moyen justement de ne pas rentrer dans de la somatisation.
Donc, est-ce que ce serait faux de dire que quand le système nerveux sympathique peut se mettre en route, en action. Oui, il y a une diminution des probabilités de somatisation? oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, les fois, enfin, dans les travaux qu'on retrouve chez les différents scientifiques que j'ai cités juste avant, dans, on va dire, plus ou moins 90% des cas, et les 10% qui restent, en général, les gens ont oublié qu'ils ont vécu vraiment une situation émotionnellement difficile pour laquelle ils n'ont pas pu agir. Et donc ça a été plusieurs fois répertorié dans les différents travaux, dont les travaux du docteur Kellermans, les travaux du docteur Moreau, les travaux du docteur Hammer, les travaux du docteur Sabar, enfin bref, Donc, ils ne font tout pas le rejoint. lien, en fait. Ils ne font pas le lien entre ce qu'ils vivent, ce qu'ils Les subissent. 10%, les 10% restants, les 90% interrogés, enfin sur les 100% interrogés, 90% se souviennent et 10% ne se souviennent pas. Et au final, enfin, si on arrive, allez, si les personnes décèdent, en général, quand on interroge la famille, ou bien même si les personnes sont encore vivantes et qu'on interroge la famille dit, bah, si, il a vécu quelque chose de traumatisant. Et donc, oui, là, on peut quasiment retrouver dans- chez les personnes interrogées un quasi 100%, quoi. C'est excellent. Enfin, extraordinaire. Enfin, passionnant, fascinant. Oui, c'est passionnant. Et donc, euh, oui, alors ce qu'il a, pour vous redonner justement à tous des exemples, le docteur Hammer a élaboré ce qu'on appelle les invariants biologiques dans sa théorie, qu'on retrouve d'ailleurs dans plusieurs bouquins qui traitent du décodage émotionnel des maladies. Et donc, il explique, quand il explique, quand il prend la théorie de l'invariant, il explique, voilà, l'invariant, c'est, voilà, si une personne vit une émotion, comme le disait Stéphane tout à l'heure, ça me reste en travers de la gorge, ou j'en ai gros sur l'estomac, eh bien, ça va se somatiser au niveau de la gorge si ça reste là. Ça va se somatiser au niveau de l'estomac si on a du mal à digérer. Si on ne peut plus voir la situation, que ça a été difficile à voir, ben, ça va être la vue qui va être touchée. Si c'est difficile à entendre ce qui a été entendu, ce sont les oreilles qui vont être touchées. Si le poids apporté est trop lourd, ou si la personne est bloquée dans un carcan, ce sont les épaules qui vont trinquer, ou en avoir plein le dos, comme le disait également Stéphane tout à l'heure. Il y a vraiment D'ailleurs, les personnes qui ont une pathologie en particulier utilisent ces expressions Oui, inconsciemment parfois. Ils diront là, j'en ai plein de dos. Ah, tiens, tiens, qu'est-ce qui se passe que vous avez. Et donc, en creusant un petit peu, on tombe vraiment sur l'émotion en lien avec la partie du corps touchée. Et donc, par rapport à ça, bah, je peux vous donner quelques exemples que j'ai eus en consultation. Euh, où enfin, ça m'arrive assez régulièrement que des personnes viennent me voir en ostéopathie pour, par exemple, des troubles digestifs viscéraux et des problèmes de constipation. Et donc, quand on travaille sur l'émotion liée à ça, qui est souvent liée à une émotion de je n'arrive pas à lâcher, à exprimer mes émotions, et donc ça reste contenu. Et où, enfin, pour parler en termes biologiques, c'est les choses m'emmerdent. Et donc, à ce moment-là, ça se focalise au niveau du côlon. Et donc, en travaillant aussi bien en ostéo en amenant la personne aussi à mettre des mots sur ce qui lui arrive, ça permet de débloquer ce système-là. Alors, pour reprendre un autre exemple aussi, où il y a moins de possibilités d'analyse de la part de la personne, ce sont les bébés. J'ai pas mal de bébés en consultation et j'ai un cas très particulier où la maman est venue me voir, son bébé avait quelques jours de vie et à chaque fois qu'il tétait, il vomissait tout son lait. Et donc, la maman elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, la première fois, je lui fais une séance purement ostéo, entre guillemets, en relâchant vraiment toutes les tensions crâniennes qui pourraient être liées à cette problématique. Et puis, elle me dira, ça a été super pendant juste une tétée. Et donc, elle me rappelle en me disant, écoute, ça ne va pas. Et je la fais revenir et je touche à peine le bébé parce que je trouve qu'il n'y a plus rien vraiment de bloqué au niveau de l'ossature du bébé. Et j'interroge la maman, tiens, est-ce que tu n'es pas en train de vivre quelque chose d'émotionnellement difficile que tu as envie de remettre, entre guillemets, quelque chose qui te dégoûte au point d'avoir envie de vomir? Parce que bon, il faut savoir aussi que la maman et le bébé sont très fusionnels, surtout au tout début de vie. Et donc là, elles font en larmes pendant la consultation en expliquant justement tout ce qui se passe par rapport à cette émotion vécue.
Et c'est tout ce qu'on a fait pendant la consultation. Elle est sortie, elle m'a envoyé un message quelques jours après. Écoute, depuis la séance, tout va bien, bébé tète bien. Et voilà, maintenant, le petit bout grandit bien, tout va bien, quoi. Donc, Donc, en fait, le bébé était un symptôme de la souffrance de la maman, quoi. oui, 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 tout à fait. Il y a il y a d'autres exemples aussi, hein, comme le disait Stéphane tout à l'heure. Il y a aussi l'arbre généalogique qui influence la somatisation potentielle de troubles. Et pour ça, j'ai un exemple aussi d'un bébé que j'ai eu en consultation où les parents m'expliquaient qu'à chaque fois qu'ils le mettaient dans le bain, le bébé commençait à hurler. Mais hurler, ils disaient ils trouvaient que c'était vraiment pas normal, quoi. Donc ils me l'amènent en consulte. Et, euh, et donc, voilà, je fais un petit bilan ostéo, voir si tout va bien. Et donc, et je pose la question, tiens, est-ce qu'il y a eu des mémoires de noyade dans la généalogie? Et donc là, pile dessus, pareil, les parents déchargent aussi leur émotion par rapport à ça. Et ils rentrent chez eux, ils mettent le bébé dans le bain et le bébé ne pleure plus. C'est fini, quoi. Parce qu'on a mis des mots, MOTS, sur les mots MAUX. Et donc, le fait de nommer et de mettre des mots dessus permet une libération certaine aussi. Oui, clairement. Souvent, enfin, moi, j'utilise cette phrase-là. Je dis, ce n'est pas parce qu'on ne dit pas les choses qu'elles n'existent pas. Et donc, Voilà. on les vit, en fait. Oui, oui, tout à fait. Excellent. Du coup, Julie, est-ce que, parce que moi j'adore les exemples et les cas concrets parce que ça me permet, ça m'aide à m'identifier évidemment. Euh, Ouais. et est-ce que là, quand tu parles on parle de transgénérationnel, Oui, est-ce que on n'est pas en train de d'amener le côté énergétique dans... oui, tout à fait. Ah voilà, belle Oui, tout à transition. fait. Oui, tout à fait, parce que là, on peut reprendre l'énergétique tout en parlant justement d'épigénétique. Et Ouais. donc, comme le disait Stéphane tout à l'heure aussi, il y a en fonction de ce que les aïeux ont vécu dans leur vie, il y a des modifications de l'expression des gènes qui se passent chez la personne et chez les descendants, même parfois sans se connaître. Et donc, il y a un scientifique connu, entre guillemets, qui a fait énormément de travaux sur le sujet, c'est Bruce Lipton, qu'on retrouve dans la biologie des croyances, où lui, il explique justement que parfois une pensée, une action peut modifier l'expression du gène et donc modifier le comportement de la cellule et entraîner possiblement une pathologie, mais aussi une guérison par rapport à ça. Et donc, oui, il y a énormément de travaux qui ont été faits sur l'épigénétique, hein. Une modification alimentaire peut entraîner une modification épigénétique, mais voilà, si on reprend en plus l'émotionnel, voilà. Je sais pas, si par exemple enfin, un des ancêtres a vécu euh, un viol, chez les descendants, il peut y avoir justement des pathologies potentiellement utérines ou gynécologiques. Donc voilà, sans que la personne en ait forcément conscience, mais quand elle va travailler son arbre généalogique, elle risque d'avoir l'information, quoi. Donc là, il y a déjà ça qui est énergétique tout en étant scientifique, si on veut. Après, dans tout ce qui est thérapie énergétique, on peut aussi retrouver tous les travaux des scientifiques connus. Enfin, je ne sais pas si elle écrit un bouquin, c'est Candace Pert, elle écrit Les molécules de l'émotion. Donc, Candace Pert, c'est une scientifique, ouais, une neuroscientifique qui a évalué dans tous ses travaux le comportement des neuropeptides dans le corps humain par rapport aux émotions qui sont vécues. D'ailleurs, je pense que elle a contribué au film What the Bleep Do We Know, que l'on peut retrouver aussi sur YouTube, où là on voit vraiment les petites cellules euh, voilà, qui se modifient en fonction de l'émotion que la personne vit. Alors, je fais la traduction. Ce film existe, il y a le un et le 2 et en Ah, français, c'est Que savons-nous vraiment de la réalité? Quelque chose oui, comme c'est ça, ça. avec le docteur Joe Dispenza, notamment, avec lequel j'ai beaucoup travaillé et Ouais. qui est fascinant. Et, euh, et tu disais, dans ce film, donc, on peut retrouver l'histoire des molécules de l'émotion. Les neuropeptides, hein. Oui, oui, on voit vraiment les neuropeptides qui sont présents dans le corps, bah, sous forme de dessin, enfin, dessin animé si on veut, mais ça donne une bonne image, un peu comme
comme la vie, entre guillemets, le dessin animé La Vie, on peut parfois comprendre certaines choses, quoi. Exactement. Et puis, ben, dans tout ce qui est un petit peu médecine vibratoire, on retrouve les travaux de Jacques Collin, par exemple, sur l'eau et du docteur Benveniste, Oui. qui expliquent que l'eau se modifie en fonction, par exemple, de la musique euh, qu'on qu'on écoute. Euh, Par exemple, attends que je retrouve son nom, c'est le docteur. Non, c'est l'auteur Wasser qui a fait aussi beaucoup de travaux sur le sujet un peu comme le Masaru Emoto aussi, où enfin, voilà, il met des cristaux d'eau dans un congélateur et en fonction des intentions qui ont été portées sur l'eau, les cristaux vont se modifier par rapport aux intentions qui ont été posées. Oui, on a Donc, beaucoup entendu parler de l'histoire, enfin, l'expérience du riz, euh, oui, oui, de oui. deux bocaux, un premier dans lequel on va écrire je t'aime, et dans le Ouais. deuxième, on va écrire je te déteste, et voilà, il y a Oui, mais ça, je trouve que c'est une excellente expérience à faire parce que, étant donné que le corps est composé d'à peu près 60% d'eau, plus le reste qui est composé lui-même d'eau, les os sont composés d'eau, les organes sont composés d'eau, donc ouais, et on n'est pas loin des 100% d'eau dans le corps. Donc, en sachant que voilà, si on fait cette expérience avec le riz, donc l'idéal c'est de prendre trois bocaux différents, de les stériliser chacun, de cuire du riz, de mettre du riz dans les trois bocaux. Le premier où on indique je t'aime, le deuxième où c'est un bocal neutre, et le troisième c'est je te déteste. Et donc en mettant ces trois bocaux à différents endroits, enfin, présents, et donc tous les jours pendant je pense que c'est 21 jours, je ne sais plus exactement, aller dire au bocal je t'aime, émettre des intentions positives sur ce bocal-là, sur le bocal neutre, l'ignorer complètement, et le dernier bocal je te déteste. Et là, si vous faites l'expérience à la maison, vous allez vraiment voir déjà en l'impact que une ça peut semaine, avoir. hein. En, Oui, en une semaine, tu vois en une déjà. semaine. Ouais. Ouais, ouais, ça va très vite. Et donc, étant donné que nous sommes composés d'eau, si les personnes sont dans un mode de pensée d'autodestruction, de je me déteste, je suis pas bien, etc., mais qu'est-ce que ça va faire dans les cellules du corps, tout ça? Ça va pas aider à respirer la santé. Que si on travaille justement l'attitude positive, les paroles qui Ils font du sont bien. élevés aussi. Oui, tout à Enfin, fait. quand je dis élevés, c'est sans jugement de valeur, hein, mais Joe Dispenza les appelle comme ça. Il y Oui, a des émotions de survie, oui, comme la colère, la rancœur, l'injustice, et puis toutes les émotions élevées, donc oui. la La gratitude, joie, la la joie. paix. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, voilà, tout ça, je trouve que et en plus, enfin, parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, mais ça n'a pas été prouvé scientifiquement. Ben, si, il faut juste chercher les sources et on Et trouve et toutes les informations se regroupent. Et même, encore une fois, si vous faites l'expérience vous-même à la maison, voilà, l'expérience est faite. Et parlant. donc, on peut faire ça aussi, par exemple, si vous voulez conserver vos fruits plus longtemps ou vos légumes à la maison, ben, émettez des intentions positives ou des messages d'amour par rapport à la nourriture que vous allez manger aussi. Ça peut avoir une influence sur la santé du corps, quoi. Et donc là, on rentre vraiment dans la médecine énergétique et vibratoire, puisque ce sont des vibrations que l'on va émettre par la parole, par la pensée. Donc, pour, euh, pour reprendre aussi quelque chose de plus scientifique, entre guillemets encore, qui a été largement documenté, on peut citer le docteur Larry Dossé, qui lui a écrit Médecine à l'ère du troisième millénaire, je pense. J'ai la référence du bouquin à la maison. Et donc, il explique que, apparemment, dans un hôpital aux États-Unis, les personnes ont le choix d'être soignées de façon différente en fonction de leurs croyances. Et donc, il propose aux gens de prendre un bracelet, par exemple, d'une certaine couleur pour être soigné de manière purement allopathique, un bracelet d'une autre couleur pour être soigné aussi avec des thérapies alternatives type phytothérapie, nutrithérapie, enfin naturopathie et autres. Et puis un troisième bracelet qui dit aussi, voilà, nous on veut être soigné aussi avec la prière. Et donc il a écrit énormément de travaux qu'il a effectués sur le pouvoir de la prière et de l'intention sur la capacité de guérison du corps. Donc ça, je trouve ça passionnant parce que c'est
c'est l'intention qu'on va émettre aussi qui va nous permettre de nous autoréguler et de retrouver un certain équilibre. Donc c'est important, je trouve, cette histoire de pensée, et sur soi et sur les autres potentiels aussi de l'entourage. On peut, si vous cherchez tous, vous allez trouver des centaines de recherches sur le sujet, ou dans ses bouquins, c'est super bien documenté sur toutes les expériences qu'il a faites sur le pouvoir de la prière, même en expérience en double aveugle et autres. Donc c'est largement documenté sur cet impact. Passionnant. Ouais, ouais, oui. Génial. Bah, oui, Pardon. vas-y. Non, non, mais je regardais parce que par rapport à tout ce que tu dis, je ne sais pas s'il y a des exemples ou des cas concrets que tu pourrais amener ici, maintenant, en parlant de l'énergétique ou de la vibration. Eh De bien, quoi? mais les personnes en général qui se soignent pour une pathologie en particulier, aussi bien en médecine classique qu'en médecine complémentaire, qui associent les deux, ont beaucoup plus de résultats et de possibilités de guérison que les personnes qui n'en font qu'un seul. Donc, enfin, ou du moins qui se concentrent uniquement sur l'aspect allopathique de la situation. Parce qu'il y a un énorme impact de la croyance aussi de ce que c'est la maladie sur le potentiel de guérison. Donc, des, des exemples, en tout cas dans mes patients, c'est ce que je constate. Après, voilà, les patients qui viennent au cabinet, c'est qu'ils sont déjà dans une démarche d'ouverture à quelque chose de parallèle par rapport à une façon de se soigner différente. Évidemment. Donc oui, des exemples, je peux en avoir. Oui, à Toi aussi, tu vas profusion. pouvoir écrire un livre, en fait, pour promouvoir. C'est chouette. Du coup, Julie, est-ce que tu aurais envie de nous partager des pratiques qui seraient des outils avec lesquels les gens pourraient repartir ce soir déjà pour... Oui, oui. Ah bah super, on t'écoute. Bah, déjà, les audios canon dont Stéphane parlait au tout début de la conférence. Parce que, ouais, comme disait Stéphane, il y en a à peu près 50 qui peuvent déjà agir sur différents systèmes dans le corps humain. Et donc, en fonction de ce que la personne veut cibler en particulier dans son traitement, elle peut choisir vers tel ou tel audiocaman en lien avec le psycho. Donc ça, je trouve ça déjà super parce que ça va cibler vraiment la zone dont le corps a besoin pour se régénérer via l'audiocaman. C'est Donc ça, oui, c'est précieux de... Alors on a des audiocamans. Stéphane, tu voulais intervenir? Dis-moi. Oui, je pense que il faut revenir aux raisons pour lesquelles je me suis investi à vie dans ce projet. Euh, Qu'est-ce qui a justifié un investissement pareil? D'abord, il faut revenir à la notion de stress, rappeler qu'il n'y a aucun stress qui est négatif en réalité. Mais on ne s'en rend pas compte. Euh, dans l'échelle de stress, donc c'est une échelle où on pose des questions aux gens et on se rend compte que le mariage et l'enterrement ont une même valeur de stress. Et donc, etc., etc. Donc en fait, le stress n'est jamais négatif. C'est nous qui lui donnons oui, tout à fait. des valeurs positives ou négatives. Euh, nous sommes nos propres bourreaux parce qu'on n'a pas connaissance de ces mécanismes précis. En réalité, un stress est toujours positif. Pourquoi? Parce qu'il apporte une énergie, un événement dans la vie qui est tellement puissant, qui nous touche tellement fort qu'il apporte une énergie, c'est l'énergie du vivant. Une cellule qui n'a pas d'événement est une cellule morte. Donc une cellule vivante, c'est une cellule qui connaît des grands événements, des petits événements, des moyens événements, et puis des grands événements. Et c'est là où, si on n'arrive pas à évacuer cette énergie dans quelque chose, eh bien, elle va se somatiser dans nos faiblesses. Voilà. Et c'est là où on comprend pourquoi certains vont avoir certaines choses qui leur arrivent au niveau somatique et d'autres. Et donc, euh, je me suis intéressé à ça dans la mesure où
je me suis dit, ben, effectivement, cette énergie énorme, quand il y a un gros événement traumatique qui nous arrive, elle est mal interprétée. On peut évacuer cette énergie de différentes manières. Par exemple, on peut faire du sport pour, pour évacuer cette énergie. Et ça va marcher. Ça va marcher. Mais le problème, c'est que l'origine est toujours là. Donc, on va faire du sport. Après, on va dissiper cette énergie qui, sinon, se serait somatisée. Mais le problème, c'est que ça revient. Parce que l'origine est toujours là. Voilà. Alors, on peut aussi dire, ben, je vais faire de la sculpture, je vais faire de la peinture, je vais faire de la musique. Et c'est vrai que ça va marcher. On va l'évacuer. Donc, on tient le coup. Mais on ne fait que reporter le problème. Alors, on peut aller trouver un thérapeute. Alors ça, c'est un coach. Aujourd'hui, on dit un coach. Et ça, c'est intéressant parce que on va pouvoir s'exprimer et dire pourquoi, quelle est l'origine, quelles sont les informations qui définissent cette énergie. Et on va pouvoir effectivement déconnecter éventuellement, réparer, comprendre, analyser. Et donc, aller chez un coach, c'est très utile. Euh, Maintenant, où se place le psycho et les audiocamants? Mais c'est pas chez le coach. Chez le coach, on peut aller de temps en temps. Il y a un certain budget. On peut pas y aller tous les jours. On peut pas y aller toutes les semaines. On va y aller toutes les 2, 3 semaines, tous les 2 mois. Enfin bref. Et le coach va pouvoir exprimer tout son art dans le dialogue, dans l'aide à résoudre cette problématique et à la déconnecter. Et l'audiocamant avec le psycho, ben, ils vont pouvoir être utilisés en attendant le prochain rendez-vous, en travaillant sur le problème de base, si possible ciblé par la thématique de l'audiocamant, et les deux vont se compléter ensemble. Et en fait, euh, c'est tellement facile d'utiliser tous les soirs des suggestions apaisantes à portée de main avant de dormir. Ça ne mange pas de pain, ça ne prend pas de temps et ça travaille à la répétition. On sait que si on l'écoute régulièrement, au niveau subconscient, profond, ça va jouer. Et l'opération du coach, du thérapeute, ne va être que plus facilitée pour arriver à son objectif, qui n'est pas d'entretenir la visite, mais qui est de d'apaiser son patient. Et donc, c'est cette facilité qui m'a convaincu de la place que pouvait euh, atteindre cette technologie, cette technique, euh, en complément à tout ce qui existe déjà. Voilà. Donc, c'est là la valeur ajoutée de ce produit, c'est d'avoir une place significative, une place importante dans une problématique à gérer avec ou sans un thérapeute. C'est vrai que sa place est sur la table de nuit et, et on sait par expérience maintenant depuis 30 ans l'impact que ça a. C'est vraiment magnifique. Et donc, ce sont les résultats que j'ai observés pendant ces 30 ans qui m'ont conduit à continuer, en fait, à continuer inlassablement en disant c'est vraiment quelque chose de très efficace, de humblement efficace, mais efficace tout court. Merci pour cet apport, parce que je vois en fait que par rapport à ça, par rapport aux conseils concrets d'utilisation, en fait, on peut tout à fait intégrer cette approche holistique à un parcours de soins allopathiques pour les personnes pour qui c'est nécessaire, enfin, qui résonne pour elles, c'est ça que je veux dire. Et du coup, Julie, tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, ben, je trouve en fait que c'est complémentaire. C'est vraiment très complémentaire et que je trouve que la médecine devrait plus s'intéresser à cette complémentarité dans le soin à la personne de manière générale. Voilà, ça c'est mon point de vue. Parce que c'est vraiment un plus. C'est vraiment un plus dans le processus de guérison de la personne. La personne. Alors justement, il y a une question là-dedans qui est vraiment
importante pour moi, c'est par rapport à tout ce qu'on vient de dire, est-ce qu'il n'y a pas le travers de tomber, pour la personne qui souffre d'une maladie, de tomber dans une forme de culpabilisation ou de culpabilité, plutôt, de sa part, dans la vision psychosomatique de la santé? Bah, moi, je trouve que ça dépend vraiment de comment tu perçois la maladie. Si tu perçois vraiment la maladie comme un message que ton corps t'envoie pour justement retrouver un certain équilibre, tu rentres dans un processus plutôt de responsabilisation par rapport à ce qui se passe dans ton corps et donc pas de victime. Et c'est-à-dire, moi, dans ma consultation, je rencontre, qui n'est pas du tout physique, Ouais. sur le corps, mais je rencontre quand même pas mal de gens qui me disent, mais oui, mais bon, j'ai fait de la thérapie, j'ai déjà été voir le côté émotionnel derrière mon cancer ou autre chose, et qui sont comme en colère de voir qu'il n'y a pas spécialement d'évolution positive. Enfin, j'aime pas le mot positif, mais d'évolution vers le vivant, euh, Ouais. et en se disant, ben voilà, moi j'ai fait ma part. Et donc, c'est pas de ma faute si j'ai cette maladie, puisque j'ai fait ma part d'introspection. Oui, mais alors à ce moment-là, tu peux reprendre aussi le concept que tout n'est pas relié non plus à l'émotionnel. Tu as aussi des maladies qui se déclenchent avec des agents toxiques et pathogènes. L'exposition, par exemple, à des agents toxiques et pathogènes de manière répétée peut aussi entraîner des cancers ou des maladies graves. Ou une personne qui se déporte à l'autre bout de la planète en quelques heures peut rencontrer aussi des agents microbiens qui ne sont pas, qui vont pas rentrer en résonance avec le processus homéostasique de ce qui se passe ici, par exemple, en Europe. Et donc, le corps n'est pas prêt non plus à recevoir ce genre d'informations. Donc, je veux dire ça, il faut aussi prendre en considération que il y a aussi cette part d'agents toxiques ou d'appareils microbiens non adaptés en fonction de la région dans laquelle on se trouve. Voilà, ça, je trouve Moi, que c'est quand même important à signaler parce que mais je voudrais ajouter que les médecins qui prescrivent notre technologie euh, me racontent que ils proposent à leurs patients d'essayer cette technique. Et puis, 3 semaines après, un mois après, le patient revient et le médecin lui dit, alors, vous avez testé et alors là, grand sourire. Et ils me disent, c'est comme si mon patient avait compris que je le comprenais. Ça veut dire que cette plongée dans la dimension émotionnelle, qui n'a rien à voir avec la prescription d'un produit, euh, ça crée aussi une, une connivence entre le prescripteur et le patient. Il dit, OK, il m'a compris. Au lieu qu'il m'ait prescrit un somnifère, un antidépresseur, un, un antalgique, il m'a prescrit quelque chose qui m'a parlé. Et donc, cette connivence entre le médecin ou le prescripteur, le thérapeute et le patient euh, installe cette connivence au niveau émotif et dire enfin, il m'a compris. Et ça, je trouvais ça assez chouette de se rendre compte que, oui, la médecine émotionnelle euh, prend sa place aujourd'hui devant tous ces méfaits de la médecine allopathique. Alors, il faut être réaliste. La chirurgie a fait des progrès extraordinaires. Euh, L'anamnèse, les diagnostics médicaux ont fait des progrès extraordinaires. Mais par contre, euh, la médecine sur les troubles émotionnels a régressé totalement. On a caché les symptômes. C'est une véritable catastrophe. Et c'est là où Big Pharma est devenu une vraie nuisance, il faut le dire. Et aujourd'hui, tout le monde est en train de s'en rendre compte. Euh,
Donc, je crois qu'on a vraiment notre place dans ce nouveau monde qui est en train de se créer. En plus, avec l'administration américaine maintenant et le fiston Kennedy, euh, on va avoir l'ouverture maintenant sur l'expression de toutes ces médecines, non pas alternatives, mais essentielles. Pour moi, l'allopathique, c'est l'alternative. Et nous, on est dans l'essentiel. La médecine émotionnelle, c'est la médecine essentielle pour tout ce qui traite aux troubles émotionnels. Attention, il faut quand même savoir que on parle de 70%, 70% des consultations en médecine générale. C'est énorme. Le budget, l'impact sur le budget de la sécurité sociale, c'est énorme. Hmm. Et on existe. Comme dit Manuel dans le chat, le Big Pharma cherche à soigner et pas à guérir ou à prévenir, en fait, hein. On n'est pas en prévention, effectivement, on fait de la... C'est l'entretien de la maladie. C'est Ouais. l'entretien de la maladie. Il faut dire les choses correctement. C'est le business model de la maladie. Maintenant, on veut installer un business model de la santé. Et c'est possible parce que ça va coûter beaucoup moins cher à la société. Et ça, on est à la Extérieur. porte. Avec l'intelligence artificielle, avec la capacité de calcul, sur les économies qu'on va faire en prescrivant des choses bonnes pour la santé, on est à la fin de l'ère pharma. Parce que tout simplement, c'est rentable. C'est ça qui est magnifique. C'est que notre business model de prévention de la maladie, de promotion de la santé, il est tout simplement rentable pour la société. Et donc, c'est ce business model-là qui va surgir maintenant grâce au Doge, grâce à Kennedy, qui vont contagionner sur le monde. Et c'est notre business model qui va surgir. Laissons encore 2 ans, mais pas Amen. plus. J'en profite avant de passer à la clôture pour lire une question pour Julie, mais qui pourra donner une réponse ultérieurement. C'est Sonia qui demande si on connaît des livres adaptés aux enfants, en tout cas ados, puisqu'elle a 14 ans, pour faire comprendre à sa fille qui parle très négativement d'elle, se dévalorise, se trouve nulle dans beaucoup de choses, pour l'aider à changer sa façon d'être avec elle-même. Livres ou autres techniques, des vidéos, etc. Donc, Julie, si toi tu as ça dans ton, dans Je peux ton... déjà regarder le documentaire. Je sais pas, j'arrive pas à le traduire. What the Big Do We Know? Je Oui, te laisse oui, le traduire. Et puis il y a des dessins animés type Soul ou vice-versa, faire ça. comme ça s'appelle. Ouais. Ça, c'est pas mal aussi pour se rendre compte au final de l'impact de nos pensées sur nos petites cellules à l'intérieur de nous. Donc, Exact. je lui conseillerais déjà de regarder ça. Et puis, au niveau des livres, je reviendrai, je peux regarder. De Oui, mémoire comme ça, je vois tu pas. m'enverras la liste de tout ce dont Oui. on a parlé. Et du coup, je vois l'heure qui avance. Il y a de nouveau hein, tellement de choses passionnantes. En même temps, tes formations, Julie, c'est combien de temps? Bah, en général, je l'étale sur à peu près 1 an. Donc, je fais une formation d'introduction de 2 jours et puis des modules spécifiques pour le décodage de chaque partie du corps. Donc, ça fait combien de jours au total? À peu près une quinzaine de jours. Voilà. Donc, Donc, tout 15 ça jours. pour dire que ici, dans un temps très réduit, euh, Oui, on a essayé d'aller à l'essentiel, ou en tout cas de permettre d'explorer une vision plus globale de cette vision holistique, de l'approche holistique de la maladie. Moi, si je dois conclure quelque chose, c'est que, ben, en tout cas, j'ai compris que la maladie n'est pas du tout une fatalité, mais plutôt une invitation à mieux nous comprendre. Et du coup, je me demande si en guise de conclusion, je n'ai pas envie de remettre au centre cette invitation à se questionner, à revoir nos croyances liées à la maladie, nos croyances limitatives liées à ce qu'on croyait juste,
par rapport à la Mhm. maladie, de s'ouvrir évidemment à ce changement de paradigme et donc de challenger notre ou la vision traditionnelle ou archaïque de la maladie. Et du coup, est-ce que une question intéressante à se poser ne serait pas, est-ce qu'au lieu de combattre la maladie comme un ennemi, est-ce que ce serait pas bien, intéressant, constructif, que j'apprenne à écouter cette maladie comme un guide qui peut m'amener vers l'homéostasie ou en tout cas revenir à un état de santé, puisque la maladie, quand on a cette approche somato-émotionnelle et Mhm. énergétique, c'est en fait pas un dysfonctionnement, mais l'absence temporaire de l'état de santé. Oui, c'est ça. Et donc, c'est redevenir souverain de son corps, en fait, hein, de se dire, OK, c'est vraiment ça qui est important, tu vois, et je reprends dans ce que tu disais tout à l'heure, qu'il n'y a pas de victimisation à avoir dans tout ça. Justement, c'est aussi les personnes qui sont en colère par rapport au fait qu'elles sont bloquées dans l'avancement, je leur dirais, ben, peut-être qu'il y a encore une source que vous n'avez pas explorée et qui fait que du coup, ça coince dans le processus de guérison, mais soyez douce avec vous-même dans cette approche pour déjà apaiser le corps, quoi. Et te dire que si la maladie était encore là, c'est qu'elle a encore un certain sens. Et donc, il y a encore des choses à comprendre dans la pathologie si elle est toujours présente malgré tout le travail qui a été effectué, quoi. C'est Ça a ça. du sens, en tout cas. Ça a beaucoup de sens aussi par rapport justement à la culpabilité, parce qu'en psychologie, on dit que en fait, il y a deux faces d'une même médaille, et il y a la face culpabilité qui est en fait un boulet hein, qu'on traîne à son pied, et puis de l'autre côté, il y a la responsabilité, et là où je redeviens, comme tu dis, souverain, j'adore ce mot, souverain de son corps, et là où j'ai un pouvoir d'agir en fait. Tout à fait, exactement. Et la bonne nouvelle, c'est que cette médaille, cette pièce, on l'a toujours dans notre poche. Mhm. Les deux faces sont toujours accessibles, donc c'est intéressant. Merci, merci Julie, merci Stéphane c'était vraiment passionnant et j'ai vu aussi quelques commentaires. Les gens sont passionnés, trouvent ça super intéressant. Euh, la prochaine date de Café Psycho, ce sera le 17 avril. Le thème vous sera euh, transmis dans les jours qui viennent. Et voilà, on hésite encore un petit peu, mais n'hésitez pas à retourner vers la personne qui vous a invité à participer à ce café psycho ce soir pour avoir plus d'infos sur le psycho, pour avoir plus d'infos sur ce qu'il est possible de faire dans la diffusion du psycho et voilà. Donc, si vous voulez aussi une séance découverte, si vous n'en avez pas encore faite, eh bien n'hésitez pas. Et donc, nous pourrons, je vois le commentaire de Katia, nous pourrons souhaiter le joyeux anniversaire à Katia, dont ce sera l'anniversaire le 17 avril. Voilà, vous pourrez donc revoir le replay qui sera sur notre chaîne YouTube Psyo Monde et qui sera envoyé à tous les participants qui se sont inscrits pour ce soir. Voilà. Je vous remercie beaucoup et merci à Sergio d'avoir été là en backup au cas où. Et je vous dis belle soirée. Ah, Sergio, tu lèves la main? Non, c'était une erreur. Ok. Mais Juste dire merci à vous autres. Et c'était une belle expérience, une très, très, très informatif. Wow. Excellent. waouh, ouais, exactement. Ça donne envie d'aller suivre cette formation chez Julie. Je vais me renseigner pour les dates. Je vous embrasse très très fort. Merci à tous et passez une belle suite de soirée. À bientôt! Au revoir.